Très clairement, la jurisprudence actuelle de la Cour européenne des droits de l'homme empêche les États d'avoir une politique ferme face aux étrangers délinquants. Le but maintenant de cette jurisprudence, c'est de protéger les droits des délinquants étrangers et de protéger leur vie privée ou familiale, même lorsqu'ils n'ont pas d'enfants ou pas de conjoint dans le pays. Les États n'ont pas un motif légitime au nom de la sécurité pour vraiment se protéger. C'est simplement une négation de la souveraineté des pays. Bienvenue dans ce nouvel entretien du mois de décembre, toujours avec Gregor Pupink, le directeur de l'ECLJ. Le sujet du mois, ce sont les expulsions empêchées par la Cour européenne des droits de l'homme. Le mois dernier, la CEDH a condamné une fois, ou a empêché, on peut dire, le Danemark d'expulser des délinquants, des criminels étrangers de son pays. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la garantie de pouvoir, après une période d'expulsion temporaire, revenir au Danemark. Alors la presse en a parlé, un petit peu grâce à nous, beaucoup de personnalités politiques ont réagi, parfois avec approximation. Alors dans cette vidéo, on va vous expliquer très précisément ce qu'a dit la Cour européenne des droits de l'homme sur ce sujet, et comment et pourquoi elle a pu en arriver à une telle conclusion. Alors ma première question, Gregor, c'est de quoi parlons-nous exactement? On parle bien d'étrangers et délinquants qui ont été condamnés au Danemark, que le Danemark voulait expulser. On ne parle pas de simples étrangers résidant paisiblement au Danemark. Effectivement, le Danemark est un pays qui a une loi sur l'immigration assez stricte, qui procède régulièrement à des expulsions de délinquants étrangers, parce qu'elle prévoit effectivement dans son droit qu'un délinquant qui a été condamné à une peine de prison assez faible est expulsé. En France, la durée c'est 5 ans, au Danemark c'est inférieur comme peine de prison. Donc régulièrement, des affaires arrivent à la Cour européenne des droits de l'homme concernant des personnes irakiens, syriens ou autres, qui ont commis des crimes au Danemark, souvent trafic de drogue, mais ça peut aussi être des cas de violence physique, d'agression, et qui sont condamnés à une peine de prison, et laquelle est assortie de la fameuse double peine de l'expulsion, du renvoi dans le pays. Alors jusqu'en 2021, la Cour acceptait les expulsions, et ces expulsions pouvaient être longues. Lorsque la Cour juge en fait une expulsion, elle prend en compte toute une série de critères. Alors, on regarde la Convention, il y a grosso modo deux familles, articles 2 et 3 d'un côté, ça veut dire respect de la vie, intégrité physique, interdiction de la torture, et article 8 de l'autre, respect de la vie privée familiale. La Cour regarde en fait si la personne qui va être expulsée du pays européen, dans lequel elle vit, eh bien, si ses droits garantis par la Convention seront violés du fait de l'expulsion, ou seront violés dans le pays dans lequel il va aller être renvoyé. Alors, article 2 ou 3, c'est par exemple est-ce qu'une personne risque des mauvais traitements, la torture. C'est ce qui explique c'est ce qui explique pourquoi des terroristes algériens ou autres n'ont pas pu être expulsés de France, parce qu'on pense que si on les renvoie dans leur pays d'origine, ils risquent la torture, d'être maltraités. Des traitements inhumains. Inhumains. C'est pareil pour la peine de mort. La Cour européenne refuse l'expulsion de personnes dans des pays qui pratiquent la peine de mort si ces personnes sont exposées au risque de la peine de mort. Pareil pour des risques de procès inéquitables. Ça, c'est tout ce qui relève d'articles 2 et 3 et le procès inéquitable. Et puis, il y a l'autre grand groupe d'affaires, c'est lorsque la personne qui est en instance d'expulsion prétend qu'elle a une vie privée et familiale bien établie en Europe, qu'elle a des enfants, un conjoint, un métier, qu'elle est insérée dans le pays. Et elle dit, mais attendez, si vous me renvoyez en Irak ou en Afghanistan, vous allez en fait porter atteinte à ma vie familiale, en Europe, ou simplement privée en Europe. C'est l'idée que cette personne a déjà fait un peu sa vie, un petit peu son nid en Europe. C'est ça. Et donc on l'arrache à On l'arrache et on dirait en fait ce serait excessif par rapport au crime que vous avez commis de vous arracher à la France, supposons une personne qui a vécu en France toute sa vie. Est-ce qu'on peut la renvoyer en Algérie ou au Maroc ou ailleurs au motif qu'elle a commis quelques larcins? Est-ce que c'est proportionné? Et donc la Cour européenne, lorsqu'elle est confrontée à une telle affaire, a établi une liste de critères. Et elle regarde si, d'abord, la personne était établie dans le territoire de façon régulière. C'est pas pareil si vous êtes un clandestin ou si vous êtes une personne étrangère vivant régulièrement dans le pays. Si la personne vit régulièrement dans le pays, elle a une protection qui est quand même renforcée parce qu'elle a un droit à vivre dans le pays, parce qu'elle a un titre de séjour.
Donc, est-ce que la personne est régulière? Ensuite, quelle est l'importance du crime commis? Est-ce que c'est juste un petit crime ou est-ce que c'est quand même quelque chose de grave? Est-ce que la personne met en danger l'ordre public, la sécurité? Donc évidemment, une personne qui tiendrait des propos d'incitation au terrorisme, c'est plus grave qu'une personne qui aurait commis quelques petits délits. Donc l'importance du crime, donc là pour les affaires du Danemark, effectivement, dans un cas, il y avait un trafiquant de drogue important. Ça veut dire quelqu'un qui a été saisi, enfin, qui a été appréhendé avec de l'ordre de 60 kilos de drogue sur lui. Donc un chef, on va dire, de rang intermédiaire dans le trafic de drogue. L'importance du crime, puis ensuite aussi, est-ce que la personne a un conjoint dans le pays? Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce que ces enfants sont intégrés? Quel est l'âge des enfants? Quelle langue ils parlent? Depuis combien de temps la personne en question vit dans le pays? Donc voilà, tous ces critères-là en fait sont pris en compte. Donc, juste pour synthétiser, une personne mariée avec plusieurs enfants qui est là depuis 20 ans, qui a un travail, a beaucoup moins de chances de se faire expulser s'il fait du trafic de drogue que s'il vient d'arriver depuis 6 mois, qu'il n'a pas de femme, pas de travail, pas d'enfants. Exactement. Mais une personne qui commet un crime beaucoup plus grave, terrorisme ou autre, eh bien effectivement, lui, on peut plus facilement l'expulser parce que le motif commis est plus grave. Donc il y a une pondération comme ça qui est faite sur la base de tous ces critères. Est-ce que, par exemple, si c'est souvent un homme qui est expulsé, est-ce que son épouse ou sa concubine est de la même origine? Est-ce qu'elle pourrait le suivre? Si jamais il était renvoyé en Irak ou en Syrie, est-ce que sa femme peut le suivre? Est-ce que les enfants peuvent le suivre? Est-ce qu'ils parlent la langue? Ou est-ce que la famille sera séparée? Donc ça fait partie des critères généraux. L'un des critères qui était pris en compte, c'était la durée de l'expulsion. Est-ce que c'est une expulsion temporaire ou permanente? Définitive. Et la Cour disait, bon voilà, si plus la durée de l'expulsion et de l'interdiction de séjour en fait est longue, plus évidemment la peine est lourde. Et donc la Cour disait, voilà, c'est l'un des critères. Jusqu'en 2021, où là, elle a quand même avancé davantage en disant, en fait, si l'expulsion est définitive, c'est vraiment un problème. C'est un problème. Et donc, c'est presque répréhensible. On ne peut pas interdire définitivement à une personne de revenir sur voilà, dès lors qu'on a considéré qu'elle avait une vie privée et familiale dans le pays. D'accord. Et là, ce qui est nouveau dans ces affaires, donc du mois de novembre 2024, c'est que la Cour a vraiment clairement dit que non seulement l'exclusion définitive du délinquant étranger est contraire à la Convention, mais que même une exclusion temporaire, si en fait il apparaît que cette personne ne pourra pas revenir dans le pays au terme de l'exclusion. Qu'est-ce qui s'est passé au Danemark? Donc une personne, un Irakien, né au Danemark quand même, de parents irakiens, en 97, est condamné pour trafic de drogue, il est pris avec 47 kilos de drogue, il est condamné à la prison ferme, et le Danemark donc veut l'expulser pour 6 ans. Cet homme n'a pas d'enfant au Danemark, il n'a pas de conjoint au Danemark, il est jeune et il parle kurde. La Cour, donc cette décision du Danemark correspond aux exigences de la Cour européenne, parce que c'est une exclusion temporaire, 6 ans, qui vient en complément d'une peine. Bon. Et là, la Cour a dit, non mais attendez, en fait, vous, le Danemark, on sait bien, vous l'avez condamné qu'à 6 ans d'interdiction de territoire, de retour au Danemark, mais on sait bien que, et là la Cour a regardé, vous ne le referez pas revenir. Ça veut dire que si dans 6 ans, il demande un visa pour revenir au Danemark, eh bien la Cour a dit non, en fait, on ne vous croit pas. On a regardé les statistiques de demande de visa, etc. Et comme l'Irak est un pays, on va dire, délicat, et que le Danemark donne très peu de visas pour les Irakiens, eh bien en fait, cette personne n'a quasiment aucune chance, n'aurait quasiment aucune chance de revenir au Danemark. Et donc en fait, son exclusion temporaire serait en fait de facto une expulsion permanente. C'est vrai qu'on imagine bien quand même les services de l'ambassade du Danemark qui reçoivent une demande de visa pour quelqu'un qui a été condamné il y a 6 ans. Bien sûr. Ils ne vont pas le regarder forcément avec bienveillance. Et donc la Cour considère qu'il y a un préjugé. Quoi. Donc, voilà, donc il y a surtout en fait, une personne qui serait expulsée de façon temporaire devrait avoir la garantie de pouvoir revenir au terme de cette expulsion.
et finalement d'être mieux traité qu'un étranger ordinaire qui n'a pas cette garantie. Donc c'est là où on voit que vraiment la Cour réduit considérablement la possibilité pour un pays d'expulser les délinquants étrangers, puisque en fait on ne peut l'expulser que si en même temps on lui garantit la possibilité de revenir, ce qui est quand même assez absurde et qui va contre la volonté de ces pays comme le Danemark en fait voilà, de les expulser. Et alors, de tout ce que vous avez dit, vous avez plusieurs fois dit ce qui est nouveau en donnant quelques dates. Donc, j'en déduis qu'il y a eu une évolution de la jurisprudence de la CEDH. Comment, en quelque sorte, c'est possible? Est-ce que vous pouvez montrer qu'il y a une évolution, une tendance claire de la CEDH? Oui, bien sûr. Alors, il y a donc, ce que j'ai disais, en fait, c'est que la Cour européenne estime que les États ne peuvent pas expulser une personne si son expulsion, finalement, si par cette expulsion, cette personne serait exposée à un risque de violation grave de la Convention. Donc, d'abord, la Cour a estimé qu'on ne pouvait pas expulser une personne qui risquerait la mort dans le pays de destination. Donc ça, c'est bien une première étape. Première étape, la date mort. Il y a plus de 20 ans. Ouais. Ensuite, par extension, les traitements inhumains et dégradants comme la torture. Donc là, on est vraiment sur le cœur de la Convention. Ensuite, étape suivante, extension au respect de la vie privée et familiale. C'est-à-dire que là, le fameux article 8. Et on sait combien cet article 8 est interprété de façon extrêmement large par la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc là, la Cour dit, s'il y a, comme je viens d'expliquer, un risque parce que la personne a des relations affectives dans le pays, parce qu'elle a des relations sociales, etc., protection, également sur la base de l'article 8. Ensuite, il y a d'autres éléments, c'est les groupes vulnérables. La Cour estime aussi qu'on ne peut pas renvoyer une personne qui appartient à un groupe particulièrement exposé. Ça peut être par exemple une minorité religieuse, des questions de mœurs aussi dans certains pays. Donc il y a cette extension, mais il y a aussi les questions de santé. C'est-à-dire que maintenant la Cour aussi estime qu'on ne peut pas renvoyer une personne qui serait gravement malade ou qui dans le pays de destination, enfin d'origine, ne pourrait pas bénéficier des traitements dont elle bénéficie ici en Europe. Donc on voit bien qu'il y a une extension permanente de cette protection des personnes étrangères. Comment ça se fait? Comment c'est possible qu'il y ait une extension permanente pour un texte qui est censé être figé, que la Cour doit interpréter, en principe, selon le droit international? En fait, pour la Cour européenne des droits de l'homme, en fait, la logique même des droits de l'homme, c'est de réduire la différence entre les nationaux et les étrangers. Pour la Cour, elle estime que son rôle, c'est de protéger toute personne qui met le pied en Europe, ou qui est en Europe, qui fait partie, qui réside au sein des États membres de l'Europe et est partie à la Convention européenne des droits de l'homme. Donc c'est sa vision de défendre ces personnes sans considération de sa nationalité. Et donc, pour elle, pour la Cour européenne, c'est toujours un progrès des droits de l'homme que de renforcer cette protection, alors même que du point de vue des États, ça se fait au détriment de leur souveraineté. C'est évident qu'un pays considère qu'il est souverain, qu'il peut décider qui admettre sur son territoire. Il est souverain, dans 6 ans, de refuser ou non telle personne. Donc, pour l'État, c'est une question de souveraineté, c'est une question de sécurité. Pour la Cour européenne des droits de l'homme, c'est une question de progrès des droits de l'homme. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en 2024, les États européens qui sont membres du Conseil de l'Europe ne sont en fait plus libres de décider vraiment librement qui ils admettent et qui ils renvoient de leur territoire? En tout cas, pour le renvoi, oui, c'est sûr qu'ils ne sont pas libres de décider qui ils renvoient ou comment envoyer, parce que la Cour procède à un examen approfondi de la situation, et il faut vraiment des motifs extrêmement graves pour pouvoir renvoyer la personne de façon effective et de façon durable. Alors, comment on parle de souveraineté, ça a fait beaucoup réagir d'hommes politiques suite à l'annonce donc de ces décisions. Et je voulais citer M. Guillaume Bigot qui propose d'expulser la CEDH de l'Europe. Alors, le ton est fort quand même, puisque c'est un député RN et que le RN officiellement ne propose plus de quitter le Conseil de l'Europe et la Cour européenne des droits de l'homme. Donc là, il relance un petit peu le débat en interne. Et 2 députés de la France insoumise lui ont répondu. Et j'aimerais avoir votre avis un petit peu sur le contre-argument de ce qu'ils disent. C'est notamment Claire Lejeune qui dit ça s'appelle les droits de l'homme. C'est l'une des plus grandes fiertés de l'histoire de notre pays, c'est d'avoir été à l'origine de la première version en 1789. Ça ne s'expulse pas, ça protège des gens de l'inhumanité
des personnages comme vous. Donc elle s'adresse à M. Bigot. Et il y a aussi Antoine Loémon, qui est peut-être plus intéressant, mais il dit, je cite, « Vous prétendez défendre la famille, mais vous refusez le droit légitime à celles qui sont séparées de se rassembler. Comment peut-on avoir aussi peu d'humanité ?» Fin de citation. Est-ce que vous pensez que ces deux remarques sont fondées? Je pense, oui, que les deux points de vue sont fondés, parce que c'est un petit peu ce que j'expliquais. D'un côté, il y a ceux qui veulent avoir une approche qu'on peut qualifier de réaliste, et qui estiment qu'il faut protéger la société contre les risques. Il ne s'agit pas d'expulser tout le monde. Il s'agit dans ces cas-là de pouvoir expulser des personnes qui ont commis des actes graves, des crimes, que ce soit la violence physique très grave ou trafic de drogue important. Donc il y a d'un côté une vision sécuritaire, protéger le pays contre des personnes qui sont une menace pour le pays et qui sont en plus étrangères. De l'autre côté, effectivement, une vision plus universaliste, qu'on peut peut-être trouver plus irénique, de rêve, qui dit non, au contraire, finalement, on devrait ignorer toutes ces différences. Ce sont deux approches, deux conceptions de la nature humaine, deux conceptions de l'homme, une conception universaliste, abstraite, une conception nationale, plus réaliste, qui voit des intérêts immédiats. Et ces deux approches-là sont en contradiction. On peut même dire qu'au sein de la Cour européenne des droits de l'homme, elles coexistent. Il y a des magistrats, il y a des juges de la Cour européenne des droits de l'homme qui sont des magistrats, qui sont sensibles aux questions de politique réelle, on va dire réaliste, et il y en a d'autres qui sont issus d'ONG. Dans les affaires danoises, la majorité des juges, en fait, ne sont pas des magistrats professionnels, et on voit bien qu'il y a clairement une vision, en fait, qui veut dépasser la souveraineté, qui estime que la nationalité n'est pas un motif, que le Danemark n'a pas, ou les États n'ont pas un motif légitime au nom de la sécurité pour vraiment se protéger. C'est simplement une négation de la souveraineté des pays. Ça, c'était justement ma dernière question, c'est pour bien préciser que les décisions dont nous avons parlé ont été prises par des chambres de 7 juges. Et justement, en l'occurrence, sur les 7 en question dans cette affaire, 2 seulement sont des magistrats et 3 autres ont collaboré, participé ou été salariés d'ONG financées par l'Open Society, chose dont on a déjà parlé dans plusieurs rapports. Il s'agit de, alors je les prononce à la française, mais de Gabriele Kusko-Stadelmayer, Tim Eik et Mateja Durovic. Est-ce que vous pensez que c'est justement un prisme qui permet d'expliquer le plus cela? C'est qu'il y a en fait quand même une approche irénique, universaliste, typique de l'Open Society, ouvrir les frontières, et donc finalement ils ont un petit peu une majorité douce à la Cour, ceux qui pensent comme ça. Très clairement, la jurisprudence actuelle de la Cour européenne des droits de l'homme empêche les États d'avoir une politique ferme face aux étrangers délinquants. Le but maintenant de cette jurisprudence, c'est de protéger les droits des délinquants étrangers et de protéger leur vie privée ou familiale, même lorsqu'ils n'ont pas d'enfants ou pas de conjoint dans le pays. Donc ça, c'est le motif avancé en droit. Maintenant, l'effet politique, effectivement, l'effet, c'est que les États sont empêchés d'agir. On pourrait aussi parler des mesures provisoires. Ça veut dire du pouvoir que la Cour européenne des droits de l'homme s'est reconnue elle-même et s'est accordée elle-même d'empêcher les expulsions en attente de son propre jugement. Donc oui, il y a très clairement, de la part de la Cour, une politique, un développement jurisprudentiel qui a pour effet d'empêcher les États de mener une politique ferme face aux étrangers délinquants. Alors là encore, j'ai envie de vous demander la précision. Comment la Cour, d'un coup, se reconnaît le pouvoir de dire stop, attendez, vous n'expulsez pas telle personne, je vais vérifier l'affaire et je vous dirai dans quelques mois si vous pouvez vraiment l'expulser. Comment ça se fait qu'elle est ce Alors pouvoir? en fait, donc là on a vu le premier cas, c'est des personnes, des requérants, des étrangers qui demandent à la Cour eh bien d'empêcher leur expulsion. Entre le moment où la personne fait cette demande à la Cour et le moment où la Cour rend sa décision, il y a forcément un laps de temps. Eh bien, il est d'usage fréquent que la Cour européenne des droits de l'homme
publient une mesure provisoire. Ça veut dire qu'elles prennent une décision, qui n'est pas une décision de justice, mais une simple décision, qu'elle envoie au gouvernement en disant « Écoutez, voilà, j'ai reçu une requête de telle personne, elle met en cause, elle conteste son expulsion, je vous demande, dit la Cour, au gouvernement, de ne pas procéder à l'expulsion le temps que je statue et que je décide du bien fondé ou non, enfin de la compatibilité de l'expulsion avec la Convention européenne des droits de l'homme. C'est ça, une mesure provisoire. C'est évidemment extrêmement important pour la Cour européenne des droits de l'homme de pouvoir disposer de ce pouvoir, enfin d'avoir ce pouvoir, parce que c'est ce qui rend effectif ces décisions. Parce que si les gouvernements procédaient à l'expulsion et que la Cour ensuite rendait sa décision 6 mois, 1 an, 2 ans après, et que la personne était entre-temps renvoyée en Irak, en Syrie, en Afghanistan ou au Nigeria, ce serait trop tard. Ce serait évidemment beaucoup trop tard. Donc c'est un pouvoir qui vient verrouiller, qui vient effectivement rendre effectif les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme et qui rend aussi, de certaine manière, effective ou utile le droit de recours à la CEDH. Parce que, de certaine manière, ça ne sert à rien de pouvoir saisir la Cour européenne des droits de l'homme si vous êtes renvoyé en Afrique ou ailleurs. Donc c'est effectivement extrêmement important comme pouvoir. Mais ce qui est particulier, c'est que ce pouvoir, les États ne l'ont jamais donné à la Cour européenne des droits de l'homme. Alors même plus que ça, les États ont systématiquement refusé de donner ce pouvoir à la Cour européenne des droits de l'homme. Les États ont donné ce pouvoir à d'autres instances, par exemple à des comités des Nations Unies, comme le comité des droits des personnes handicapées, mais jamais à la CEDH. La CEDH a plusieurs fois demandé aux États la reconnaissance effective de ce pouvoir lors du processus de réforme et encore antérieurement. La Cour européenne des droits de l'homme elle-même, jusqu'en 2005, reconnaissait que les mesures provisoires qu'elle pouvait demander aux États n'étaient pas obligatoires. Donc elle faisait ces demandes au gouvernement. Le gouvernement les recevait et normalement le gouvernement doit en tenir compte, effectivement dans un souci de bonne relation, de coopération loyale avec l'institution. Mais la Cour européenne des droits de l'homme estimait que le respect de ces mesures provisoires n'était pas obligatoire, jusqu'en 2005. Et en 2005, elle a procédé à un renversement spectaculaire de sa jurisprudence, où là, elle a affirmé le contraire, elle a dit si, maintenant, les mesures provisoires adoptées par la CEDH sont obligatoires, les États doivent les respecter, si bien que la Cour en fait, a complété son dispositif. Lorsqu'elle reçoit une requête d'un étranger en instance d'expulsion, eh bien, elle peut d'emblée émettre une mesure provisoire en ordonnant à l'État de suspendre la mesure d'expulsion, le temps pour la CEDH de procéder à son jugement sur le fond. Et là, au moment du jugement sur le fond, la Cour fait ce qu'on a vu tout à l'heure, appréciation sur la base de l'article 2, article 3, elle rejuge toute l'affaire, article 8, et là, elle voit avec une protection renforcée. Et donc l'ensemble, mesures provisoires plus appréciation sur le fond, donne à la Cour européenne un pouvoir considérable pour empêcher, suspendre, voire empêcher les expulsions. La conséquence, quelle est-elle? Eh bien, c'est que pendant cette durée, bien souvent, les personnes concernées sont dans la nature. On les perd. Comme au Danemark, la personne concernée en fait par cette affaire, elle a disparu. Elle n'est probablement plus au Danemark. C'est un petit peu le même problème qu'on a avec les centres de rétention administratifs. Là, en France, on en a beaucoup parlé. Mais je reviens juste. 2005, la Cour s'attribue ça d'un coup, de manière spectaculaire, vous avez dit. Il y a quand même 46 États membres aujourd'hui du Conseil de l'Europe. Il n'y a aucun État du Conseil de l'Europe qui a dit attendez, vous n'avez pas le droit de faire ça. Si, plusieurs États ont contesté, par les faits, déjà. Ça veut dire en ne respectant pas des demandes de mesures. Plusieurs États ne respectent pas les demandes de mesures. Voilà, ne l'ont pas respecté dans certaines affaires ou dans certaines affaires en général. Généralement, ce n'est pas systématique comme approche, mais c'était le cas de l'Angleterre, c'était le cas autrefois de la Russie, c'est le cas de différents pays, de la Belgique, de l'Italie. Donc il y a des pays évidemment qui ne respectent pas selon les circonstances. En France, l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, eh bien, assez récemment, avait refusé d'exécuter une mesure provisoire et avait procédé à l'expulsion, je crois que c'était des Ouzbeks, parce que toutes les juridictions françaises avaient conclu
qu'il pouvait être expulsé. Mhm. Et donc, le ministre a dit, on va le faire, on ne va pas attendre que la Cour européenne des droits de l'homme nous donne un feu vert ou un feu rouge, et on a procédé à l'expulsion, alors même que la Cour avait ordonné de suspendre l'expulsion. Donc oui, il y a une contestation, mais ce qui est important de comprendre avec le système de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que, en fait, les contestataires, généralement, sont minoritaires. Mhm. Donc tant qu'il n'y a que 3, 4, 5 pays qui contestent, c'est moins de 10% par rapport à l'ensemble des États membres du système. Oui. Donc la dynamique de la CEDH, elle peut fonctionner tant que les États qui contestent sont très minoritaires, sachant que ces États contestent pendant une certaine durée. L'Angleterre, jusqu'aux récentes élections, contestait frontalement les mesures provisoires. D'accord. Mais que s'est-il passé? Le gouvernement a changé. Maintenant, on a un gouvernement de gauche en Angleterre qui a repris avec la politique de respect des mesures provisoires. Donc, l'opposition à la Cour européenne des droits de l'homme de la part de gouvernements généralement conservateurs, eh bien, elle est minoritaire et ensuite, elle ne dure pas dans les pays parce qu'il y a des changements de gouvernement. Par contre, la Cour, elle demeure dans le temps et donc elle peut mener sa politique à terme. Bon, on verra ce que 2025 nous réservera. Merci encore, Grégoire Pupinck. Je rappelle que vous pouvez consulter les affaires dont on a parlé, donc toutes ces affaires sur le Danemark. On a déposé des observations à la Cour. C'est sur eclj.org. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Très bon temps de l'Avent à vous.